Je me prénomme Julie Mita et donc je suis au doctorat à l'Université catholique de Bank à Leuven. Je participe au projet européen appelé Plop Machina qui regarde l'influence du mouvement des makers sur l'économie circulaire, mais je participe aussi à d'autres projets, notamment un AMR français called Score Cyclets, dont le principal investigateur est Francesco Ruzzi à l'Université de Montpellier. Et dans ce cas, je travaille avec Sophie Bernard, et qui est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui à Montréal, à l'Université Polytechnique, et invitée par le réseau d'économie circulaire du Québec, que je tiens à remercier cette opportunité de présenter mes travaux. Donc, en Belgique et à Leuven, on a le choix entre un monographe ou une série de 4 papiers qui sont combinés sur un thème commun. Et donc, c'est cette seconde version que j'ai choisie. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter cette sélection de mes travaux. La première fois que je présente mes travaux de façon publique. Donc, c'est après tirer énormément de vos commentaires, de retours. Donc, surtout, n'hésitez pas à me questionner à la fin de la présentation. J'ai aussi tenu à vulgariser mes papiers et ma recherche afin que la multidisciplinarité des acteurs présents aujourd'hui puissent comprendre et être intéressés par mes travaux. Donc, peut-être pour les économistes, ça va peut-être changer du format habituel. Merci d'avance pour votre réponse. Donc, l'économie circulaire. Je vais faire une rapide présentation parce qu'il me semble que la plupart des acteurs aujourd'hui sont au fait. Mais comme c'est un concept plutôt parapluie, qui englobe plusieurs versions, j'ai tenu à rappeler ma vision, en tout cas la vision que je présente dans ça de ma recherche. Donc l'économie circulaire est un concept assez jeune, qui est 2007, donc il y a à peu près 15 ans, mais qui en fait est plus ou moins la continuité de l'écologie industrielle ou qui s'inscrit dans une même thématique, a été et est porté par une variété d'acteurs politiques, industriels et académiques, qui en fait du coup la richesse de ce monde. Et elle se présente de façon générale comme une alternative au modèle linéaire, donc qui est on extrait des ressources, on produit des biens, on les utilise et après, en fin de vie, on les jette et rien n'est fait avec ces déchets. Alors que l'économie circulaire propose des alternatives plus durables d'extraction, de production, de consommation et du coup de management de la famille. Donc c'est vraiment dans cette perspective de durabilité et de durabilité donc au sein des générations pour limiter les inégalités, mais aussi intergénérationnelles, c'est-à-dire pour les générations futures, que je comprends ou en tout cas que j'utilise l'économie circulaire dans ma recherche. Je refais un très rapide parallèle avec le développement durable, donc, parce que je vois vraiment l'économie circulaire comme un levier de transition pour arriver à un développement plus durable de nos sociétés. Et donc, les 3 composantes sont vraiment un socle économique, parce que nos sociétés sont fondées sur l'économie. Mais donc, ce socle économique est lié à nos sociétés. Donc, si on ne met pas en avant nos sociétés, une égalité et une durabilité de nos sociétés, il n'y a aucun besoin de cette économie. Et bien sûr, l'environnement, qui est le socle de l'écosystème sur lequel nos sociétés se basent, qui nous fournit en ressources, en biodiversité, en besoins de pleasure, de joie et de loisirs. Et donc, je vois l'économie circulaire comme une transition aux problèmes liés à la réflexion et l'épuisement des ressources, à la pollution. Et comme ces 2 premières composantes sont la plupart du temps impactent les populations les plus vulnérables, donc également aux inégalités. Donc, quels sont les principes de l'économie circulaire que j'embrasse dans ma thèse, que je présente dans ma thèse? Donc, c'est une liste de principes, comme vous le voir sur le diagramme à droite. Il reste des boîtes qui n'ont pas de nom parce que je ne peux pas, sur 4 papiers et sur 4 ans, englober tous les principes de l'économie circulaire. Donc, ça sont les principes que je dis ou que je comprends dans ma recherche, qui sont repensés, réinventés aussi. Donc, les systèmes de production, les systèmes de consommation, les systèmes d'extraction, mais aussi les inégalités et les systèmes d'échange entre les économies. Refuser de produire certaines choses, refuser de produire des déchets, refuser d'extraire, réduire ma consommation, mais aussi réduire les déchets, réduire la pollution
Et donc ça va développer des nouveaux modèles de consommation, le partage, la réparation, la réutilisation, et aussi des nouveaux modèles donc de production, la récupération, le fait de remanufacturer, de remettre à neuf, et enfin, une nouvelle gestion de la fin de vie, le recyclage. Et maintenant, comment ces aspects humains, d'ailleurs, je voulais faire une parenthèse, je sais que dans le titre de texte, c'est écrit facteur humain, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vocabulaire qui s'appelait aussi facteur humain, qui était en fait l'ergonomie. Et en fait, je ne parle pas du tout d'ergonomie. Donc, j'espère que je ne déçois pas trop les personnes présentes aujourd'hui. Je ne peux pas parler d'ergonomie. Et donc, par facteur humain, j'entends plutôt les aspects humains, les aspects sociaux, tout ce qui concerne l'homme avec un grand H, l'humain avec un grand H. Et donc, quel est le lien entre ces sociétés humaines, qui sont faites par les hommes, et l'économie circulaire, et comment l'économie circulaire peut aider à faire une transition peut-être plus juste. Dans la littérature, souvent, l'économie circulaire est critiquée par son manque de vision du côté social, de son manque de compréhension pour justement les aspects humains, les composantes humaines. Et donc, c'est dans ce gap de la littérature que ma thèse vient s'inscrire. Donc, tous les principes de l'économie circulaire, mais aussi les principes de développement durable, qui sont société, environnement et économie, les aspects humains sont inhérents, juste parce qu'ils sont la base de notre économie, de nos sociétés, mais aussi la conservation de l'environnement. Et donc, dans tous ces principes, on peut retrouver l'homme également. Donc, les aspects, les composantes humaines que j'aborde à travers ma recherche sont d'abord le capital humain. Donc, par capital humain, le fait qu'on soit des hommes, qu'on ait des générations, qu'on se produise et qu'on laisse, on transmet des choses aux générations futures. Ça vient aussi au fait que quand on pollue, c'est notre capital humain qui est utilisé, c'est notre productivité, mais c'est aussi nous qu'on crée des inégalités au sein de ce capital humain. Ensuite, il y a la force de travail, donc que ce soit la force qualifiée ou la force moins qualifiée. Un peu plus tard, il y a le concept de col blanc, donc cette force qualifiée, cette force un peu moins qualifiée ou qualifiée différemment, les cols bleus. Et dans la force de travail, il y a aussi la qualité de travail, les besoins en qualification, donc le coût de cette force de travail dans l'économie circulaire. Il y a l'éducation, donc par éducation, pour la main-d'œuvre, qu'elle soit qualifiée pour travailler dans l'économie circulaire, mais aussi la valeur, donc la valeur au niveau du consommateur, l'éducation en termes de consommation, mais aussi de compréhension des autres et des inégalités. Donc, bien sûr, il y a le consommateur, comme je veux dire, les façons de consommer, quelles sont les incitations financières ou intrinsèques du consommateur pour aller vers un produit vers un autre, quelles sont les capacités que l'éducation a données aux consommateurs pour changer ces modèles de consommation. Et enfin, les décideurs politiques, mais aussi les décideurs industriels, les décideurs au sein des centres de formation, donc ces gens qui prennent des décisions pour faire changer les choses. Donc, on voit que, par exemple, si on reprend réduire, ça va d'abord jouer sur notre capital humain, réduire la pollution, mais réduire les inégalités, mais aussi pour réduire, le consommateur va devoir être éduqué. Donc, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu. Donc, vous voyez sur le diagramme de droite comment je combine ces facteurs humains avec les principes de l'économie. Je reviendrai en détail au fur et à mesure de mes papiers. Il y a d'autres facteurs humains que je ne prends pas en compte, mais qui existent, mais qui ne sont pas pris en compte dans ma recherche, mais je pense que c'est important de mentionner, qui sont le réseau, la force de connexion, pour des principes comme le partage ou la réutilisation, c'est très important, la connexion entre les individus, entre les sociétés, mais aussi entre les modèles économiques, et l'inclusion. Donc, je vais parler d'inégalité, mais pas vraiment d'inclusion. Mais c'est des aspects humains qui sont importants, mais notamment que j'aborde pas. Voilà, donc maintenant, pour passer à ma recherche, ce que j'ai fait moi et sur les 4 papiers que j'ai développés. Donc, pour résumer très synthétiquement ma recherche, on a les modèles de production actuels qui créent de la pollution et de l'extraction des ressources, mais qui sont basés sur des modèles de développement économique et qui ont besoin pour ce faire de travail et de qualification, de force de travail. Et d'autre part, on a cette économie circulaire qui propose une alternative, comme je vous l'ai dit pour moi,
à la réduction des ressources, à la réduction la réduction de l'extraction des ressources, en tout cas la pérennité des ressources, à la réduction des émissions de polluants, et ce facteur humain qui vient jouer un rôle. Et le but, c'est est-ce qu'il vient jouer un rôle? Est-ce que c'est important? Est-ce que tous les ouvrages aujourd'hui qui ont utilisé l'économie circulaire et qui ont mis de côté cet aspect humain avaient raison ou non? Quel est ce rôle à jouer? Et donc aussi avec la gravitation du consommateur et de son éducation et de ses valeurs, comment c'est pris en compte dans l'économie circulaire et quel est le rôle que cet acteur doit jouer. Donc, mon premier papier, comme Raphaël l'a présenté, c'est une étude empirique qui ne vient pas tout prendre en compte, mais qui vient prendre en compte vraiment les modèles de production actuels aujourd'hui, les modèles d'économie circulaire, et voir si l'économie circulaire peut faire partie d'un secteur qui va contribuer au modèle de production plus ou moins actuel, faire une transition pour continuer à avoir une croissance économique un peu, je vais utiliser un business as usual, mais vraiment avec un secteur économique circulaire, et du coup réussir à réduire notre consommation des ressources, et donc ce faisant en stimulant l'éducation et le capital humain, et peut-être en réduisant les inégalités. Donc, ce qu'on ne va pas du tout aborder aujourd'hui sur ce papier, ça va être le consommateur, ni la pollution vraiment, j'en mentionne très rapidement, et un petit peu la qualité, pas vraiment la qualité, mais le travail qui est nécessaire à l'économie circulaire. Donc, pour ce faire, j'utilise une base de données à l'échelle macroéconomique, j'utilise l'OCDE, et je regarde quelles sont les composantes humaines qui peuvent affecter les performances économiques d'un pays via l'économie circulaire. Donc, en fait, je me rends compte, via cette analyse, que l'économie circulaire n'impacte pas le PIB, si on prend juste le secteur de l'économie circulaire. Mais par contre, si on joue avec les interactions entre le nombre de personnes qui travaillent dans l'économie circulaire, le nombre de budget de gouvernement qui est dédié à l'éducation, à l'environnement, à la pollution, donc à ces filières au niveau de l'éducation qui contribuent à l'économie circulaire, là, il y a un impact. Mais là où l'impact est vraiment important et fort, c'est quand on se rend compte que l'économie circulaire impacte l'indicateur de développement humain directement, et que quand on ajoute ces interactions, il y a des coûts. Donc, très intéressant de aussi se remettre en question quels sont les indicateurs qu'on doit utiliser pour évaluer l'impact de l'économie circulaire. Est-ce que le PIB est le meilleur des composants, sachant que l'économie circulaire se présente comme une alternative? Et donc, on se rend compte que si on prend l'indicateur de développement humain, là, l'économie circulaire est beaucoup plus importante, notamment avec ces leviers. Donc, là, pour ce papier, le principe d'économie circulaire que je trouve le plus, c'est le recyclage. Tout simplement parce qu'au niveau des données, le recyclage, les données de recyclage, de matériaux recyclés, des industries dans le recyclage sont les données disponibles. Mais c'est une vision très limitée parce que c'est une vision que de management, de management de la fin de vie des produits, et non pas de tout ce qu'il y en a. Mais voilà pour ce premier papier. Pour ce second papier, donc là qui est le patch orange que vous voyez, donc c'est un modèle théorique, un modèle avec qui symbolise une économie et qu'on va résoudre de façon mathématique avec des assumptions. Donc on a un modèle de production actuel et un secteur d'économie circulaire qui va venir se compléter, et on va voir comment ce modèle peut résoudre d'une part la rareté et l'épuisement des ressources, et d'autre côté diminuer la pollution liée aux déchets. Et comment on va pouvoir peut-être soutenir une économie et une croissance de l'économie, et comment on va réussir à utiliser le travail, notre force de travail, et peut-être réduire les inégalités. Donc, on a un modèle que vous voyez à droite qui est schématisé. Donc, on a deux secteurs. Un secteur P1, qui est notre secteur de production normale, qui va extraire des ressources. Il y a un stock de ressources, donc S de X que vous voyez, qui va créer des ressources X qui vont venir dans ce modèle de production.
ce secteur de production va créer un bien, ici Y, qui va être consommé par un foyer, et ce foyer après va rejeter en un stock de déchets, le stock SW que vous voyez, et ce stock va impacter le travail. Donc la force de travail, elle, qu'on voit ici, il est nécessaire à la production des biens. Sauf que plus on crée de biens, plus on crée de déchets, et donc plus on impacte nos individus. Donc là, il y a un second secteur, le secteur P2, qui est en fait un secteur circulaire qui va être mis en place. Donc si on prend une entreprise, par exemple, Coca-Cola, qui produit des bouteilles de Coca-Cola avec du Coca-Cola, donc il extrait du pétrole et d'autres produits pour faire son Coca-Cola. Il a besoin pour ça d'une force de travail, et puis les Coca-Cola sont consommés, et les bouteilles s'accumulent, et cette accumulation de bouteilles, à un moment, les employés dans l'entreprise ont tellement de bouteilles qu'ils ne peuvent plus travailler. Et donc, Coca-Cola a décidé de mettre une partie de ses employés à la contribution d'un secteur économique circulaire. Et ces employés vont devoir réfléchir à de nouveaux modèles de production, de consommation, pour vraiment essayer de réduire ce stock de déchets et aussi réduire l'extraction des ressources pour avoir un modèle plus pérenne. Et donc, il va utiliser ce stock de déchets, W, donc un flot qui va venir, mais aussi du travail. Donc, vraiment, il doit dire à ses employés, ah non, tu ne produis plus de bouteilles, donc on va produire un peu moins de bouteilles pendant ce temps, mais en attendant, toi, tu vas aller dans le secteur circulaire pour développer des nouveaux modèles. Et donc, on va créer une nouvelle façon, avec peut-être des consignes, on va repenser vraiment toute la chaîne de valeur pour produire mieux, consommer mieux, donc réduire ce stock de déchets de deux façons. Un, en créant moins de déchets qui arrivent dans le stock, mais aussi en puisant dans ce stock pour recréer des bouteilles. Et donc, je résous ce modèle-là de façon décentralisée et centralisée. Et j'étudie quelle est l'allocation optimale du travail, justement, donc, pour continuer à avoir un modèle économique qui fonctionne, qui produit, qui autorise les consommateurs à consommer, qui autorise les foyers à travailler. Et donc, quelles sont les conditions pour qu'il y ait une croissance endogène et limiter l'impact sur cette force de travail. Et donc, on se rend compte que pour qu'il y ait une durabilité intergénérationnelle, donc dans les générations futures, il y a une grosse importance des politiques pour valoriser aussi la consommation des générations futures, parce que si on se focalise seulement sur le modèle décentralisé, donc quand les entreprises peuvent faire un maximum de profit, on se rend compte que c'est les premières générations qui vont jouir le plus, et les générations futures qui vont le plus en pâtir. Donc voilà pour ce second papier. Et là, on voit que dans mon modèle d'économie circulaire, donc dans mon modèle P2, ce que je prends en compte, c'est vraiment plusieurs principes qui vont du début de la chaîne de valeur, donc repenser l'extraction, repenser la production, mais aussi réduire l'extraction, réduire les déchets, réduire la pollution. On a aussi réparé, donc parce qu'on peut penser que peut-être les bouteilles cassées, on peut les réparer. C'est vraiment un secteur, là j'ai pris l'exemple de Coca, mais on peut appliquer à l'échelle d'un pays également. Remettre à neuf, remanufacturer et aussi. On a moins le consommateur dans ce papier, on ne l'a même pas vu. C'est vraiment deux secteurs de l'industrie et le consommateur qui consomme qu'on lui donne n'a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de self, excepté au niveau du travail, mais là c'est un travailleur, c'est plus. Voilà, donc maintenant pour mon troisième papier, donc c'est le patch jaune que vous voyez ici. Donc c'est une étude de cas de l'habillement aux Pays-Bas. Et donc pour ça, on part aussi du modèle d'économie, de production courante et de consommation de l'habillement aux Pays-Bas. Et on vient voir comment, avec des scénarios économiques circulaires, on peut changer les chaînes de valeur de l'habillement, mais aussi les modes de consommation de l'habillement au Pays-Bas. Donc là, on va jouer sur la consommation des ressources, sur le consommateur, sa capacité à s'adapter, mais aussi quel type de travail on va avoir besoin, quel type de qualification on va avoir besoin sur les différents champs de valeur. Et donc, est-ce qu'on crée des inégalités ou non, et quels sont les besoins en termes d'éducation. Donc, l'idée, c'est vraiment quel est l'impact, d'étudier quel est l'impact des scénarios circulaires sur l'humain et sur le consommateur, mais aussi sur la chaîne de valeur.
Donc, on va définir différents scénarios d'économie circulaire pour le textile aux Pays-Bas. Et donc, notamment, on va changer les façons de manager l'aliment en fin de vie, mais aussi les façons de consommer ou les façons d'amener l'aliment au consommateur. Ce qu'on va garder constant, c'est le nombre de consommateurs aux Pays-Bas, parce qu'on voit un peu leur démographie assez constante. Donc, on se base sur 2050. À peu près, c'est une démographie à peu près égale, pardon. Un budget pour la consommation des ménages similaire par rapport à l'inflation, etc. Mais donc, voilà. On a à peu près la même population aux Pays-Bas, mais dans 30 ans. Qu'est-ce qui se passe si on décide de ne plus importer de textiles? Ou alors on décide qu'on ne met plus de textiles à la poubelle? Ou alors, donc on a ces trois modèles, vraiment un sur l'import, un sur le stockage et un sur les modes de consommation. On a fait plus d'une. Et sur ces trois modèles, on va faire différents types d'optimisation. D'abord, on va vouloir minimiser les ressources, donc plus de nouveaux produits, mais que de la réutilisation ou du recyclage. On va vouloir maximiser le travail. Donc, quelles sont les chaînes de valeur qui ont plus besoin de travail? Parce que, par exemple, à l'importation, on a une poignée d'hommes qui importent des kilotonnes d'aliments. Par contre, au niveau du recyclage ou du plus de déchets, on a vraiment besoin de plus de main-d'œuvre au Pays-Bas. On va aussi maximiser le bien-être social, donc que les consommateurs puissent consommer le plus possible d'aliments ou minimiser l'incinération. C'est un modèle partiel de input-output. Entrant-extra. Pardon pour cette musique. À l'échelle des Pays-Bas. Donc, nos résultats sont assez limités parce qu'on ne prend pas tous les impacts qu'il peut y avoir sur les autres pays. Si on arrête d'importer, les pays qui avaient l'habitude d'exporter de l'aliment aux Pays-Bas, c'est vraiment sur un système qu'on considère assez fermé du Pays-Bas. Qu'est-ce qui se passe aux Pays-Bas si on fait ces scénarios? On voit que les impacts sont très incertains selon le type de scénario qu'on a mis l'économie circulaire. Et donc, ce gros besoin d'avoir des décideurs, que ce soit industriels, de formation ou politiques, qui se mettent d'accord et qui planifient sur le long terme quels sont les scénarios qui vont être mis en place au sein des Pays-Bas et quelles sont les filières qui vont être créées. Parce qu'en fait, dans tous les scénarios, il y a un gros besoin en commun. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les Pays-Bas, aujourd'hui, ne sont pas prêts à avoir une filière de l'aliment circulaire parce qu'ils n'ont pas les capacités humaines en termes de formation, en termes de force de travail pour transiter vers un secteur circulaire de l'eau. Donc ici, on est plus dans le management de fin de vie, comme je viens de le dire, parce que comme pour le moment, les Pays-Bas produisent très peu d'aliments, on n'a pas du tout repensé le système de production de l'aliment pour mettre moins de matière dedans. On n'a pas du tout repensé le refus ou la réduction, parce que là, les gens ont le même budget au niveau de la consommation de ce qu'ils peuvent consommer. Par contre, au lieu d'acheter du neuf, ils vont peut-être louer des habits, ils vont peut-être réparer plus leurs habits, ils vont réutiliser, récupérer. Et donc après, on a toute cette filière de management de fin de vie avec la remise à neuf, remanufacturer certains habits ou alors recycler les fibres pour en refaire. Donc, pour passer à mon quatrième et dernier chapitre, donc, qui est le patch vert. Donc là, on est aussi sur une étude de cas, mais là, d'un consommateur sur un produit très particulier qui est les tasses de café, les gobelets en papier jetable. Et donc là, on va vraiment étudier comment et est-ce que les incitations financières de la part d'une compagnie, donc là, d'un café, impactent le consommateur sur sa façon de consommer. Et est-ce que les incitations financières sont le meilleur moyen pour amener le consommateur à avoir des réflexes plus circulaires?
Donc là, on aborde les sujets de la pollution, parce que si je ne consomme pas de tasses en plastique, je pollue moins parce que je l'utilise. Après, ça, c'est encore, ça dépend de l'analyse de cycle de vie, la tasse en papier EVS, la tasse réutilisable. Mais donc, les ressources, mais notamment, on est vraiment sur l'éducation du consommateur, les valeurs du consommateur à consommer différemment. Donc, pour ce faire, on a des observations sous-structurées. Donc, comment ça se passe? On a eu des volontaires qui ont été dans les cafés et qui ont reporté le nombre de personnes qui prenaient des tasses en papier ou des tasses céramiques eux-mêmes, sachant que dans tous les cafés qu'on a étudiés, la valeur par défaut, c'est-à-dire le gobelet qui était donné par défaut au consommateur, qu'il soit assis ou en takeaway, c'était la tasse. Et on a regardé quel était le comportement des consommateurs, si oui ou non il y avait donc ce rabais donc de quelques dollars si on ramenait sa propre tasse. Et on a regardé aussi si le fait que le café communiquait sur le fait qu'ils avaient un rabais changeait le consommateur. Donc on a vraiment sur un café, comme vous voyez sur le graphe, là donc on a un café, on a 3 types de façon de consommer son café, soit dans une tasse réutilisable, soit dans une tasse en papier, ou soit dans une tasse qu'on a ramenée, on demande au café qu'ils mettent, qu'ils lavent, mais qui appartient au café. Et comment les consommateurs utilisent plus ou moins ces tasses réutilisables, que ce soit celles qu'ils ont ramenées ou celles qui sont fournies par le café qui est lavable, qui doivent rester, selon s'il y a un rabais ou non, et selon s'il y a une communication ou non. Et on voit qu'en fait, le fait du rabais n'impacte pas le consommateur. N'impacte pas le consommateur à ramener sa propre tasse et n'impacte pas vraiment le consommateur à utiliser une tasse réutilisable. Pourquoi ça n'impacte pas? La plupart des gens qui montent leur tasse sont déjà par défaut sensibilisés aux enjeux environnementaux, à l'économie circulaire. Et donc, ce rabais n'a pas d'impact. Et pourquoi ça n'impacte pas ceux qui n'ont pas ramené leur tasse? Parce qu'il y a souvent un sentiment de « je n'appartiens pas à ce groupe ». Ah, on offre un rabais, mais pas à moi. Donc, il y a un effet inverse. Et donc, si le rabais est inutile, c'est qu'il y a vraiment un besoin de politique pour développer d'autres mécanismes, pour changer les valeurs du consommateur, pour l'amener à consommer différemment. Mais ce rabais au sein d'une compagnie juste n'a pas d'effet. Et donc, encore une fois, le rôle des décideurs politiques pour influencer le consommateur. Donc ici, on est plutôt dans, pas vraiment la management d'amis, mais le début, donc c'est-à-dire comment on repense les modes de consommation, comment on refuse, on réduit la consommation des ressources et pour aller vers des modèles plus circulaires. Donc la réutilisation, la récupération et le partage. C'est tasses qui appartiennent au café, c'est le partage. Donc voilà pour la présentation de mes 4 papiers. Donc on voit vraiment aussi l'évolution avec le premier papier qui était vraiment sur la management du recyclage. Après, plutôt des principes qui vont au travers de l'économie circulaire avec ce second papier qui va vraiment du repenser à recycler. Ce troisième papier plutôt sur encore la management du fin de vie. Et puis ce dernier papier plutôt au début avec repenser nos modèles de consommation. Donc, quel est l'impact que je voulais faire avec ma recherche et notamment ma thèse? C'est vraiment compléter la littérature et le débat politique, que ce soit politique publique ou politique industrielle, pour ajouter des composants plus humains ou liés à l'humain, aux politiques, mais aussi à la recherche de façon générale, et de montrer que l'économie circulaire peut être un levier vers une solution plus juste, notamment quand on prend en compte l'humain comme partie inhérente au système économique, système de société, mais aussi système de l'environnement. Voilà, je voulais vous remercier et notamment encore le réseau, notamment Valérie et Raphaël, mais aussi Sophie pour m'avoir invité, et bien sûr Sandra, qui je pense est présente, et Chris, qui sont mes superviseurs à la K11, mais aussi mes co-auteurs présents. J'ai vu que Aude Pobré était présente, que Andrea Rangel Guevara était aussi présente. Et je voudrais vous remercier aussi mes autres auteurs, comme Colin Metaverse Nissen, iCoach Coach et tant d'autres. Voilà.
j'ai d'autres travaux en cours, donc je vais juste laisser cette slide-là. Comme ça, vous pouvez voir quels sont mes autres travaux en cours.